les grandes fluctuations détruisent à peu près 85% de la valeur qui a été créée dans les plus petites fluctuations. Le succès incroyable de la tech américaine depuis 20 ans, c'était quasiment oligopolistique. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment que les Américains qui ont tout pris, ces fameuses GAFAM qui ont tout bouffé, quoi. Et on commence à voir que les Chinois ont de l'intelligence artificielle qui est probablement de même niveau, etc. Donc ça veut dire que déjà, en termes de perspective, on n'est pas tout à fait dans la même donne. Mais là, pas du tout évident que les Américains soient seuls au monde. Didier Darcet, bonjour, merci d'être avec nous sur Grand Angle Éco aujourd'hui. Bonjour Richard, merci à toi. Il y a un sujet que je voulais traiter avec toi parce que j'avoue que je l'ai un peu pris par le mépris. C'était la chute catastrophique des marchés américains depuis ce mois-ci, quoi. Depuis un mois, quoi, un gros mois. Voilà. Ouais. Bon, en vrai, alors on est quoi? On est plus sur un crack ou sur du pet de lapin? Où est-ce qu'on... De quoi parle-t-on, chef? De quoi parle-t-on? Alors, on va le regarder dans le détail. Bon, déjà, la réponse, pour moi, non, c'est pas du tout un crack. Hein. C'est pas de panique, absolument pas de panique. On va le voir peut-être un peu plus en détail. Déjà, un peu posons, qu'est-ce qui a chuté? Hein, bon, l'Europe a baissé un petit peu, mais pas grand-chose. L'Asie, ça monte. C'est le marché américain qui chute et surtout le Nasdaq. Donc, c'est la tech, en fait, qui prend un gros coup. Et encore, dans la tech, on parle beaucoup de Tesla. Voilà, voilà, c'est ça, exactement. Tu as Microsoft qui baisse un peu, tu as Apple qui baisse de 10 ou 5, Nvidia 10, l'autre de 25 et l'autre de 40. Bon, voilà, donc il y a un gros... je crois qu'on est à 50 sur Tesla. On a déjà 50, voilà, tu vois, il suffit d'attendre, mais attends, demain, aujourd'hui... À la fin de la vidéo, on sera à 60. Hein. Oui. Donc, on a une première question, probablement, c'est pourquoi la tech baisse? Deuxième question, c'est est-ce que ça se répand dans le reste du marché? Est-ce que c'est grave docteur? Et puis ensuite, des perspectives un peu plus longues. Bon, peut-être on pourrait aborder pourquoi la tech? Ouais. Bon, pourquoi la tech? Parce que il se produit quand même un certain nombre de choses sur la tech. C'est-à-dire que d'abord, d'un point de vue purement concurrentiel, le succès incroyable de la tech américaine depuis 20 ans, ou à peu près, ou 15-20 ans, c'était quasiment oligopolistique. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment que les Américains qui ont tout pris, ces fameuses GAFAM qui ont tout bouffé, quoi. Les réseaux sociaux, etc., ça a été pris par des Américains. Et la concurrence extérieure était assez faible. Alors maintenant, on est en train d'entrer dans une nouvelle phase qui est l'intelligence artificielle. Et donc, bon, l'idée, c'est que l'intelligence artificielle va prendre le relais et va accélérer encore ce développement des services tech. Mais là, pas du tout évident que les Américains soient seuls au monde. Et on commence à voir que les Chinois ont de l'intelligence artificielle qui est probablement de même niveau, etc. Donc ça veut dire que déjà, en termes de perspective, on n'est pas tout à fait dans la même donne. Alors, justement sur la Chine, juste une petite pause en fait. Moi, je commence à grenouiller un peu dans le secteur des data centers, de l'IA, du machin, etc. pour Data Factory. Et ce qu'on m'a dit pour 2024, c'est que effectivement, la puissance de calcul des fermes, globalement, c'est plus de 80% les États-Unis. 85%. Ensuite, il y a 2-3%, c'est la Chine. Et ensuite, le reste du monde. Voilà. Donc, l'Europe est dans le reste du monde. Voilà. Bref. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ça, c'est 2024 et que le secteur, c'est essentiellement les GAFA qui servent les startups, les entreprises de croissance, les hyperscalers, les universités et les particuliers. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas les entreprises. Et d'ailleurs, si vous travaillez dans une entreprise, aujourd'hui, l'IA, vous voyez bien qu'elle n'est pas intégrée dans tous les process, qu'elle n'est pas au cœur. On fait un peu mumuse avec ChatGPT, mais voilà, c'est pas non plus... Et il y a les Chinois qui arrivent avec DeepSeek et qui disent ils arrivent à faire avec 3 bouts de ficelle aussi bien que ChatGPT 3, il me semble. Et là, tout le monde commence à trembler. Et moi, des échos que j'ai dans le secteur, donc ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose en fait, parce qu'aujourd'hui, les GAFA, ils investissent 200 milliards, mais ils en perdent X parce que ce n'est pas rentable. Par contre, comme l'avait dit Zuckerberg, pourquoi tu claques ton pognon comme ça? Il dit, déjà parce que j'en ai. Ils ont du cash. Et il dit, le coût de la possibilité de rater l'appel d'air est beaucoup plus important que d'arriver trop tôt. Mais c'est ça un peu le contexte de 2024. Donc, on n'est pas du tout sur un marché mature, avec des clients, avec des... Et ce qui veut dire, c'est que pour 2025, effectivement, le match, il est vraiment à jouer. Et du coup, des échos que j'ai dans le secteur et de ce qu'on est en train de voir, parce que nous, on cherche à en héberger chez Data Factory, du HPC, c'est qu'en fait, les gros data centers, Google, Microsoft, tout ça, en vrai, c'est pas si ouf. C'est-à-dire qu'il y a moyen de faire beaucoup moins cher, de faire la même chose pour beaucoup moins cher. Et DeepSeek,
quand j'en parle à certaines personnes, ils me disent, franchement, ça me surprend pas. Parce que, et sur le Bitcoin mining, c'est pareil. On voit que les grosses entreprises qui gagnent beaucoup d'argent depuis longtemps, elles ont des conditions d'exploitation beaucoup moins bonnes que ce qu'on peut faire, nous, dans nos petits containers. Parce que les gars, tu vois, quand il y a beaucoup d'argent, t'es moins intelligent. Tu vois, parce qu'il y a, il y a cette relation. Ah oui, c'est vrai. Donc, sur la Chine, pour aller dans ton sens, il y a peut-être vraiment un moment où on dit, oh, c'est 2%, ils pèsent rien, on les prend un peu par le mépris. Et absolument. C'est l'histoire, tu sais, c'est l'histoire des Russes et des Américains qui, surtout avec la fin de la guerre froide, et puis ils échangent leur technologie spatiale. Et puis, tu connais ça, mais elle est véritable. Et alors, les Américains se disaient comment on peut faire un stylo dans l'espace. C'est compliqué, hein, parce qu'il n'y a pas la gravité, etc. Donc, ils avaient fait un truc super bien avec une petite... une bille pour pousser l'encre, avec de la pression, etc. Et puis, les Russes, ils avaient pris un crayon noir, quoi. Un crayon de papier. Crayon de papier. Voilà. Donc, on est et oui, je sais plus, c'est 2 millions ou 1 million de dollars le développement du stylo. Et puis là, il était con. Donc, bien sûr, on est exactement dans ce que tu dis. Mais c'est vrai. Ça. Et on le voit sur le Bitcoin mining, on le voit sur les gros. Donc, je veux dire, il n'y a pas de raison que ce soit pas pareil ailleurs. Donc voilà, tu as dit le match n'est pas fait, n'est pas joué. Et en fait, c'est une énorme différence par rapport à la vague précédente des GAFAM où le match était joué, il était tué, quoi. Il était tué par les Américains, complètement. Alors après, le lead sur les modèles d'entraînement, il est aux États-Unis. Oui, pour l'instant, mais on voit que puis il commence à y avoir des effets de saturation. C'est-à-dire qu'on commence à aller plus loin en développant les vecteurs de plus en plus longs et on n'est pas sûr que ça améliore. On se demande s'il va pas y avoir des niveaux de saturation dans cette fameuse intelligence qui grossit. Bon, il y a plein de questions qui se posent. On est en plein dedans, et à mon avis, le match n'est pas joué. Donc, ça c'est la première raison. Et d'ailleurs, il y a un autre truc aussi. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est qu'aux États-Unis, bon, tout le monde connaît, on en parle, etc. Mais en Chine, alors moi, j'ai immensément plus de mal à savoir ce qui s'y passe sur ces secteurs de la tech. Oui, bien sûr. En fait, on est un peu dans le noir. On sait qu'on peut pas y aller parce qu'on se fait jeter quand on arrive avec de l'argent d'Occident. Non, mais on utilise DeepSeek et ça marche très bien. Donc, au moins, on voit. Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir à quel moment ces deux zones qui sont déconnectées parce qu'il y a des barrières politiques, commerciales, machin, tout ce qu'on veut, à quel moment elles s'entrechoquent? Parce que est-ce qu'il ne va pas y avoir deux mondes qui ne cohabitent pas, mais qui vivent l'un à côté de l'autre? Tu vois, alors ça, c'est la deuxième raison, c'est ce que tu dis, c'est la deuxième raison du marché américain qui est un petit peu fatigué, là, de ce mois-ci, qui prend quand même un coup à la tête. Mais c'est pas, tu vois, à l'heure où on parle, c'est 7%, hein, ou c'est sur le S&P, un truc comme ça. Donc, c'est pas non plus 25%, mais c'est quand même 7%. Et ça fait d'autant plus... Et le Nasdaq, je sais pas combien... Oui, c'est 8, 8,5, 9. Tu vois, c'est bon, voilà, c'est un petit peu de l'ordre, un peu plus, mais bon. OK, il y a une autre raison, c'est que ces sociétés-là, qui sont les grandes sociétés de tech, elles ont quand même un modèle de développement qui est mondial. C'est-à-dire que le modèle, c'est j'ai mes grands penseurs, ingénieurs super forts locaux, le marketing local, et ensuite mes usines partout, mes développements partout, je vends et puis je prends des bateaux et j'envoie ça dans le monde entier. Et puis les profits, vous savez quoi, je vais plutôt aller les localiser dans une holding, par exemple, en Irlande, tiens. Ah, pourquoi en Irlande? Ça coûte moins cher. Donc il y a une espèce d'optimisation gigantesque, et qu'on appelait chez GAFCAL des plateformes compagnies. Des compagnies transnationales. Oui, des transnationales, des compagnies plateformes qui ont absolument fait un carton, évidemment, pendant toute cette période où il y a eu une extension de la mondialisation et du commerce international. Évidemment, on rentre dans un contexte maintenant avec l'élection de Trump. On ne va pas parler spécifiquement de Trump, mais qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle administration? Ils sont en train de dire quelque chose on se ressent sur son pays. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la structure même du capitalisme américain, je ne sais pas s'ils vont réussir, mais ils veulent un peu la changer de nature. Elle était extraordinairement obèse du côté, si je puis dire, tertiaire, et elle était assez naine du côté primaire. D'ailleurs, et secondaire, pas primaire, secondaire, par l'industrie. Alors, par exemple, des chiffres. J'avais regardé, par exemple, les machines-outils. Bon, la machine-outil, j'appelle ça, c'est l'usine de l'usine. Enfin, c'est-à-dire que si tu n'as pas de machine-outil, tu ne peux pas faire une usine, quoi. Ouais. Donc, c'est l'industrie de l'industrie. Voilà. Tu démarres avec une machine-outil. Bon, il y a 25 ans, les États-Unis étaient complètement dominants avec le Japon et l'Allemagne. Ils se partageaient le monde entier pour faire des machines-outils, c'est-à-dire ceux qui allaient faire les usines. Ça, c'était il y a 25 ans. Aujourd'hui, le premier producteur mondial de machines-outils, c'est la Chine. Elle a 30% de part de marché, 32%, je crois. Et derrière, il y a un certain nombre de pays, et les États-Unis sont tombés à 8%. Quelque chose de complètement ridicule, 8 ou 9. Et à peine 2 fois l'Italie.
Donc en fait, mais c'est complètement incroyable. Donc, non, mais alors d'abord, ça montre que dans l'avenir, il reste le Japon, il reste l'Allemagne, il reste l'Italie, un peu l'Espagne. Donc ça veut dire que dans cette configuration, ces pays-là vont s'en sortir beaucoup mieux. Et ça veut dire aussi que les États-Unis vont faire des efforts pour se réindustrialiser. Alors ça, Et c'est complètement vrai, parce qu'en plus, dans la balance commerciale dont Trump disait qu'il se faisait escroquer par les Européens, etc., etc., parce qu'il y avait 200 milliards de gap, ce qu'il annonçait, et en fait, si tu réintègres les services dedans, donc Ouais. les GAFA, Ouais. eh ben, il n'y avait plus que 30 milliards de gap. voilà, voilà. Donc en fait, quand il dit vous me devez 200 milliards, ça veut dire qu'il occulte la partie service en disant non mais frère, moi c'est pas ça que je te parle. C'est Exactement. pas ça dont je te parle, moi je te parle de machines-outils. Et l'industrie, donc il est absolument. Donc ça veut dire qu'on a le secteur primaire, on en parle très souvent, hein, c'est-à-dire bon, il faut produire de l'énergie pas chère pour pouvoir une économie qui tourne bien. Bon ça ils se plaignent pas. Bon, mais ça, ils ont ce qu'il faut. Bon, ils ont ce qu'il faut, puis ils y vont, puis tu connais bien au Texas ce qu'ils font, etc. Ensuite, tu as le secondaire avec toute l'industrie, toute l'activité manufacturière, et là, ils vont essayer de faire l'effort. Donc ça veut dire que toute la structure même va changer, ça veut dire que le poids de l'industrie manufacturière, par exemple, dans les grands indices et du primaire va monter. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un ajustement qui est en train de se faire. Et les grandes sociétés, plateformes transnationales, etc., sont pas dans un contexte hyper favorable. Parce qu'évidemment, tout le monde est en train de se ressentir. Donc ça, c'est la deuxième raison, mais qui est beaucoup plus fondamentale. Et d'ailleurs, les chutes des ventes de Tesla, on les voit essentiellement en Chine. Évidemment. Parce que les BYD, les fameuses BYD, en France, c'est pas le raz-de-marée. Non, mais parce que... Par contre, tout ce qu'on vendait en Chine, là, c'est le raz-de-marée. BYD vire... Mais il vire tout le monde. Tu vois, on a une régionalisation, en fait, des marchés. Exactement. Une régionalisation, pas facile à dire. Hein. Régionalisation. Mais c'est ça. Et je pense que ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faut surveiller, par exemple... Si on regarde le marché américain, il faut surveiller le S&P dont la pondération est par capitalisation, et puis celui qui est équipondéré. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas avoir l'équipondéré va mieux se porter. C'est-à-dire que l'argent va aller plus vers les secteurs industriels et manufacturiers, quoi. Et donc, je pense que c'est la double raison. Et c'est pour ça aussi, probablement, que il y a d'autres raisons. Que l'Europe souffre moins, c'est aussi parce qu'on a des plans de relance qui sont importants, surtout l'Allemagne. Mais bon, ça c'est la première raison, c'est que, ok, il y a ça qui se produit, c'est pas une catastrophe. Et la deuxième chose, c'est, ok, mais il y a des tensions géopolitiques partout, il y a une guerre, est-ce que ça va s'arrêter ou pas? Enfin, personne n'en sait vraiment rien, honnêtement. On pense, bon voilà, mais moi, tu sais, les prévisions, j'ai toujours un peu de mal avec ça, surtout en géopolitique. Donc, quelle est la mesure du marché de ce risque géopolitique instantané? Eh bien, c'est la volatilité. Ce qu'on appelle, sur le marché américain, la volatilité du S&P, c'est le VIX. En Europe, chaque zone a son espèce de VIX, son indice de volatilité. Bon. Et quand tu regardes historiquement, c'est extrêmement intéressant parce que, en gros, les marchés financiers font une certaine croissance comme ça. Mais si tu classes les rendements quotidiens, non pas en fonction de ce qui s'est passé dans le temps, mais en fonction de l'amplitude des mouvements. Donc au départ, tu supposes que ce n'est pas le temps qui est passé, c'est que ça démarre des toutes petites fluctuations hautes et basses, et puis ensuite tu augmentes au cours du temps, par exemple, évidemment c'est hypothétique, et tu mets toutes les grandes fluctuations à la fin. Ce que tu observes, c'est que le marché, il passe pas de 1, par exemple, à 10 normalement. En fait, il passe de 1 à 120, 130, et puis il s'effondre dans les grandes fluctuations. Donc ça veut dire que les grandes fluctuations détruisent à peu près 85% de la valeur qui a été créée dans les plus petites fluctuations. Et ça, c'est ce que j'entends. Les gens le craignent aujourd'hui parce qu'ils disent de 2011 à aujourd'hui, c'est la fête à la cafette, c'est monté en flèche. Ouais. Et du coup, là, le VIX commence à s'affoler. Et du coup, il y en a plein qui ont les genoux qui claquent parce qu'ils se disent oh là là. Et bien sûr, et quelle est la limite de fluctuation où les marchés statistiquement s'effondrent complètement? Eh bien, c'est 25%. Donc ça veut dire un VIX qui est à 25. Ouh là 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 là, on rentre historiquement dans la zone dangereuse. Et c'est pour ça aussi que les gens ont la trouille, parce qu'ils se disent, le VIX, il a coté 26, 27, 28, etc. Ce qui est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup, ça monte quelquefois à 50, 60, mais on est au-dessus de la zone... Du seuil critique où ça où ça devient vraiment dangereux. Alors, justement, on sent la fusée qui vibre. On sent la fusée qui vibre. Donc on voit qu'il y a un côté comportemental, là, où les gens commencent à avoir la trouille, et donc le VIX monte, et à ce moment-là, effectivement, on rentre dans les queues distribution, et c'est dangereux, on en a parlé très très souvent de ce truc-là. Mais maintenant, je vais faire une remarque. C'est que ceci est vrai quand on le regarde globalement, c'est-à-dire qu'on ne regarde que la finance comportementale, c'est-à-dire qu'on ne fait que cette analyse de quelles sont les grandes fluctuations. Mais si maintenant on essaye de faire le lien entre la finance comportementale et la finance ou la macroéconomie,
on se rend compte que la conclusion n'est pas du tout la même. Et pourquoi? Eh bien parce que cette limite dangereuse d'agitation des marchés de fluctuation n'est pas du tout la même quand on est dans une situation économique saine ou une situation économique malsaine. En gros, ça veut dire la fièvre, ça peut être vital, ça peut être un danger vital pour un corps, mais ça dépend si le corps est en bonne santé ou pas. C'est-à-dire que le niveau de fièvre qui est dangereux dépend de l'état de santé de la personne. Et là, c'est exactement la même chose dans les marchés. C'est-à-dire que le niveau de fièvre dangereux, en moyenne, il est 25%, mais selon l'état de santé de l'économie, il passe de 20% à 50%. Et là, on est dans une situation économique qui est tout à fait bonne. Alors, peut-être que les gens, ça les surprend quand ils vivent, je sais, à chaque fois en France, etc. Mais au niveau mondial, la situation est très bonne. Et comme la situation est très bonne, on est à la fois dans une accélération de la croissance et dans une baisse de l'inflation. Et bien, à ce moment-là, ce qui se produit, c'est que le niveau dangereux n'est plus à 25%, il est à 50%. Et donc, ces fluctuations qui ont l'air comme ça, un peu dangereuses, en fait, moi, la conclusion, c'est que ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucune conséquence, en fait. Aucune conséquence. Et donc, ne paniquez pas, il ne faut pas prendre les mesures comportementales de la même façon quand l'économie est bonne ou pas bien bonne. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est le lien avec le réel. Et le lien avec le réel, c'est ça. Aujourd'hui, la situation est fondamentalement saine économiquement, cas pour les investisseurs en actions. Et donc, ces agitations-là ne sont pas des signes de grand danger sur les marchés. C'est ma grande conclusion. Donc, tout va bien. Donc, tout va bien. C'est ma conclusion. Merci beaucoup. Je te remercie.